Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Elle a aussi campé Marie Stuart à l'écran, mais sur le petit. Après une incroyable carrière au cinéma, jouant sous la direction des plus grands, elle a connu une pénible traversée du désert. Je vous raconte maintenant le destin en dents de scie émouvant, forcément émouvant, de l'inoubliable Annie Girardot. Hollywood n'a pas le monopole de la représentation de Marie Stuart à l'écran. Rappelons que la reine d'Écosse est Clémentine, nous le racontait tout à l'heure, la fille d'une Française, Marie de Guise, et fut aussi reine de France, l'épouse de François II, qui devint roi en 1559. Il est donc logique que la reine de France ait droit à son adaptation française. En 1978, Didier Decoing, l'actuel président de l'Académie Goncourt, publie La Dernière Nuit. Un court roman dans lequel il raconte les derniers instants de Marie Stuart avant sa mort. Une mort spectaculaire, il est vrai. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de cette émission, je rappelle qu'après le décès de François II, Marie Stuart quitte la France pour rejoindre son Écosse natale dont elle est la reine. Là-bas, les lords protestants se soulèvent et la contraignent à abdiquer. Reine déchue, elle se réfugie en Angleterre chez sa cousine, Élisabeth Ier, qui veut éliminer toute concurrence, manigance, et la condamne à mort. Marie Stuart demande alors une exécution publique. Le 8 février, la reine déchue monte sur l'échafaud au château de Fotheringhay. La tête haute, tel le Christ sur la croix, elle pardonne à tout le monde. Le rapport d'exécution témoigne de son impassibilité. Depuis son arrivée dans la salle jusqu'au coup de hache, il ne s'apparut aucun changement en son visage. Il est vrai qu'elle prie sans s'arrêter, embrassant frénétiquement son crucifix. L'exécuteur le lui arrache violemment des mains. Pour parvenir à trancher sa tête, le maladroit doit s'y reprendre à 3 fois. Après le 3e coup, il faut scier encore un peu. Vers 10h, Marie Stuart est morte, mais sa légende est née. L'histoire mérite un film. Didier Decoing décide d'adapter son roman. Pour incarner la reine d'Écosse, il pense à l'actrice Annie Girardot, qui a joué avec Lelouch, Carnet, Visconti. La Dernière Nuit est diffusée en 1981, non pas au cinéma, sur le petit écran. La star ne va quasiment plus jouer au cinéma et en souffrir terriblement d'ailleurs. Née à Paris en 1931, Annie peut remercier sa mère de lui avoir prédit sa carrière. Raymonde Girardot se passionne pour l'astrologie. Alors que sa fille s'apprête à commencer des études d'infirmière, elle décide de l'inscrire à l'école de théâtre de la rue Blanche. Annie se révèle brillante comédienne et intègre le conservatoire le jour de ses 21 ans. Elle y côtoie Belmondo, Marielle ou Claude Rich et remporte avec brio les 2 premiers prix de comédie. Mais Annie Girardot peut tout jouer. Le poète Jean Cocteau décèle chez elle, je le cite, le plus beau tempérament dramatique de l'après-guerre. Il l'emmène chez Alexandre, le coiffeur du tout Paris. La jeune femme troque ses boucles pour une coupe courte androgyne qui fait ressortir son regard. C'est une métamorphose. Dans la machine à écrire de Cocteau, elle est bluffante. La pièce est diffusée à la télé. Le public la découvre et l'adopte immédiatement. Les cinéastes, eux, se l'arrachent. Les Italiens en premier. En février 1960, direction Milan. Annie Girardot tourne devant la caméra d'un des plus grands metteurs en scène de l'époque, Luchino Visconti. Girardot joue le premier rôle féminin de Rocco et ses frères. Face à elle, 2 vedettes, Alain Delon et Renato Salvatori. Le premier devient son ami, le second, son amant. En somme, si je comprends bien, tu fais la boxe comme moi je fais la vie. Non? Hey, pour le fric? Non, c'est pas seulement pour l'argent. Ah bon, c'est par passion? Ah bah t'es comme moi. Parce que moi aussi c'est par passion, figure-toi. Très vite, Annie Girardot attend un enfant. Le couple se dit oui le 6 janvier 1962 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Parmi les témoins, Visconti et Cocteau répondent présents. Mais le conte de fées vire vite au drame. Renato est infidèle, Renato boit trop, et lorsqu'il rentre complètement imbibé d'alcool, les coups pleuvent sur Annie. L'actrice prend ses distances et s'installe à Paris, place des Vosges, déterminée à reconquérir le public français. En France, c'est la nouvelle vague. À 35 ans, Girardot est-elle encore dans le coup? La réponse est oui pour Claude Lelouch. Le cinéaste l'a fait jouer face à Yves Montand dans Vivre pour vivre. Elle incarne une femme trompée, un rôle qu'elle connaît malheureusement trop bien. Mais le rôle qui la révèle, c'est celui de Daniel Guénaud dans Mourir d'aimer d'André Cayatte. Daniel Guénaud a existé,
c'est Gabrielle Russier, une professeure de lettres de Marseille, qui s'est suicidée à la veille de la rentrée scolaire 1969. Pour cause, l'acharnement de la justice après la plainte des parents d'un élève qu'elle aimait. Il avait 17 ans. Si elle eût été un homme, l'affaire aurait été sûrement étouffée. Ce fait divers a ému toute la France. Même le président Pompidou l'évoqua lors d'une conférence de presse. Le challenge est immense. L'actrice vomit pendant les tournages tant la pression est forte, mais le résultat est là. 5,5 millions de Français se déplacent au cinéma. En 1979, un sondage désignant les acteurs préférés des Français est publié par Paris Match. Il confirme la popularité d'Annie Girardot, qui se classe numéro 1, devançant Belmondo et Delon, s'il vous plaît. Le succès est là, mais l'actrice va bientôt se détourner du cinéma. Lassée d'endosser toujours les mêmes rôles, Annie Girardot désire faire une pause. Elle, qui n'avait pas tourné pour la télévision depuis Belle Lurette, comme elle dit, accepte malgré tout en 1980 l'adaptation de Marie Stuart qu'elle évoque face à Pierre Tchernia. Il imagine la dernière nuit de Marie Stuart. Et c'est un plaisir parce que c'est... Bon, il a écrit des livres, etc. Il écrit des scénarios, etc. Mais je veux dire, c'est un homme, je veux dire, sur le plateau, je veux dire, un homme, vraiment un homme du spectacle, un homme de cinéma. Et je veux dire, j'ai été très contente de faire ça parce que d'abord, je n'avais jamais... Enfin si, j'avais fait la télévision, il y a Belle Lurette. Et là, c'est vraiment la première fois. Et je le fais avec grand plaisir parce que je trouve que là, pour une fois, c'est fait pour la télévision. Cette année-là, ce sera l'un de ses seuls 2 rôles. L'année d'après, Girardot fait la rencontre d'un musicien, Bob Decou, dont elle tombe follement amoureuse. Ses proches la mettent en garde, mais Annie a des étoiles dans les yeux. Ils montent un spectacle ensemble et veulent rouvrir le Casino de Paris. Le projet est fou, très cher surtout. Aucun producteur n'y adhère, alors elle décide de le produire elle-même. Annie Girardot emprunte et hypothèque son appartement de la place des Vosges. Elle rêve d'un succès et ce sera un échec cuisant. La salle est presque vide. Le spectacle ne reste qu'1 mois à l'affiche. Pour sauver son honneur, elle paye toute la troupe, ce qui l'oblige à vendre son appartement. Les années suivantes, Annie Girardot est boudée par la profession. On ne lui propose plus rien. Elle ne reçoit ni coup de fil, ni scénario. Jusqu'à ce qu'un projet mette fin à cette longue et douloureuse traversée. C'est Claude Lelouch, encore lui, qui lui propose de jouer Madame Thénardier dans son adaptation des Misérables de Victor Hugo. Un premier rôle depuis longtemps, mais un second dans la réalité qui sera récompensé. Enfin, le 3 février 1996, Annie Girardot reçoit le César du meilleur second rôle féminin. Lorsqu'elle monte sur scène pour recevoir son prix, la comédienne prononce un discours déchirant. Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué follement, éperdument, douloureusement. Et votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. Puis après le cinéma français, c'est le théâtre qui lui refait du pied. Annie Girardot campe Madame Marguerite avec brio. En 2002, elle reçoit le Molière de la meilleure comédienne. Une comédienne qui doit désormais apprendre à gérer ses trous de mémoire. Oui, de plus en plus, son comportement est jugé étrange. Elle titube, elle a des absences, les mauvaises langues la disent alcoolique. En réalité, Annie Girardot est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Quand elle meurt en février 2011, à 79 ans, elle a oublié qu'elle avait été actrice. Le monde du cinéma, lui, ne l'oubliera plus. Jamais. Europe 1, historiquement vôtre.